Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 51, le premier de cette année scolaire 2022-2023. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas proposé du nouveau contenu sur cette chaîne et j'espère que pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un certain temps, j'espère également que ça vous fait très plaisir de pouvoir retrouver du nouveau contenu sur cette chaîne et donc notamment des Exode Calls, des petits Exode Calls, mais également le retour du coin recherche qui se fera d'ici peu. Je vais y revenir dans très peu de temps. D'abord j'aimerais rappeler que cette trêve estivale a duré 3 mois et a été entièrement consacrée pour des participations à des écoles d'été et des conférences qui se sont faites à quelques coins du globe, donc notamment au Canada où j'ai pu revenir à Montréal, là où je suis actuellement d'ailleurs. Pour ceux qui sont habitués de la chaîne, ils auront remarqué que derrière moi il y a un tableau noir et non un tableau blanc, et donc ça c'est significatif du fait que je suis à Montréal. Mais j'y reviendrai dans un instant. Donc à Montréal, j'ai pu également bouger en Amérique du Sud, en Uruguay et en Argentine, Montevideo et Buenos Aires, les deux capitales. C'était vraiment super, superbe expérience en termes mathématiques et également super expérience en termes juste de voyage, c'était vraiment incroyable. Et également, dans les récents, j'ai pu également participer à une conférence qui s'est faite à Amiens, dans mon fief. Donc ça, c'était également très agréable. Et également, j'ai pu bouger, il y a maintenant un tout petit peu plus d'une semaine, j'avais pu bouger en Autriche, à Strobel, qui est une ville pas très loin de Salzbourg, et c'était vraiment également un superbe endroit et j'ai pu apprendre encore une fois plein de mathématiques, c'était vraiment super, de très belles expériences et voilà, donc je viens de vivre vraiment quelque chose qui correspond à ce que j'aimerais faire en termes de recherche et même en termes d'enseignement. Maintenant j'y retourne puisque j'ai beaucoup d'enseignements, de cours à donner, mais également de TD à donner pour cette session, donc jusqu'à décembre. Donc mon emploi du temps va être assez chargé dans les prochains jours. Mais vous en faites pas, je vais faire en sorte que vous ayez votre dose d'Exode Call ou de points recherche à portée de main, et ce chaque semaine. Ce qui me permet maintenant d'enchaîner avec ce qui se passe en ce moment. Donc oui, je suis à Montréal, au laboratoire du LACIM, laboratoire de combinatoire et d'informatique mathématique, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'ils n'ont peut-être pas vu les précédentes vidéos. Et donc ça me permet de faire une mini aparté par rapport à ça, une mini aparté pour vous remercier de l'intérêt que vous portez de plus en plus grande à la chaîne. J'ai pu remarquer que par rapport à ce qu'il y avait il y a 3 mois, le nombre d'abonnés était peut-être aux environs de 400, 450 peut-être, et maintenant nous avons dépassé les 700. Les vues ont explosé sur certaines vidéos, j'ai jamais vu une vidéo dépasser plus de 1000 vues, et là il y a même une des vidéos qui a dépassé les 1700, je trouve ça incroyable. Donc vraiment merci pour l'intérêt grandissant que vous portez à cette chaîne, au contenu de cette chaîne, etc. Je rappelle que le but de ces vidéos est essentiellement de proposer une banque d'exercices pour les étudiants en classe préparatoire, et également, quand le temps me le permet, donc avec ces histoires de coins recherche, proposer également du contenu qui vous font découvrir d'autres mathématiques qu'on ne rencontre pas forcément en études, et également peut-être vous donner envie peut-être d'aller plus loin, de juste aller voir ce que c'est par curiosité et ainsi de suite. Donc vraiment je suis très heureux de l'intérêt grandissant que vous portez à cette chaîne, et voilà, encore une fois merci beaucoup. Donc oui, je serai à Montréal, et ce pour plus longtemps, donc jusqu'à décembre, suite à des charges de cours, etc. Mais également suite au fait d'avoir enfin trouvé une certaine stabilité. Bon, c'est pas encore très très stable, puisque depuis la pandémie, ma vie a été totalement chamboulée, beaucoup de choses ont changé, et c'était devenu assez difficile de revenir à Montréal pour de longs moments, hein. J'ai fait que des séjours de 3 semaines, 2-3 semaines, quand je revenais ici, et pour ceux qui suivent les Exode Calls et petits Exode Calls depuis un petit moment, ils auront pu le remarquer. Donc c'est vraiment, voilà, là cette fois-ci on y est pour un bon moment, au moins jusqu'à décembre vraiment non-stop, et après probablement des jonglements qui se feront, mais de manière un peu plus longue, donc ça fait vraiment plaisir. Et enfin de vivre mon expérience étrangère et de vivre vraiment ce que c'est de donner un doctorat, enfin
de faire un doctorat, parce que bon, bah, jusqu'ici, je ne le faisais que simplement, et là, vraiment, de pouvoir le vivre à fond, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Bon, je pense avoir assez parlé de moi, et bon, bah, c'est normal, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, en un certain sens. Donc voilà, bah, on est parti pour cet exo de colle qui peut être assez curieux. Donc ici, on va chercher à démontrer que cette fraction, définie avec des factoriels, est un entier naturel, et ce pour tout m. Donc ça, c'est une fraction assez étonnante, hein. Je pense que vous devriez être assez surpris. Bon, vous remarquerez quand même peut-être un certain pattern, mais je vais y venir dans un instant parce que j'aimerais d'abord commencer par une petite aparté et également 2 anecdotes par rapport à cet exercice. Alors cet exercice, la première anecdote que j'aimerais donner, c'est que c'est un exercice qui se trouve être dans un des rapports de l'ENS, rapport de 2012. Cet exercice, bah, c'était à ce moment-là que je l'ai rencontré pour la première fois, cet exercice. Et vraiment, bah, c'est un exercice que j'ai trouvé très intéressant en termes d'arithmétique, puisqu'on a derrière cet exercice, il y a un exercice vraiment très très classique qu'on propose quasiment tout le temps en colle. Et donc, bah, je pense que voilà, c'est tellement classique que je pense que ça devait faire partie de ce que je propose là, cette banque d'exercices de colle. Donc c'est pour ça que je vous propose. Bon, ici, je cache un peu l'exercice qui est normalement proposé en exo de colle, mais derrière vraiment cet exercice, il y a cette question d'exercice d'arithmétique vraiment assez classique. Que je vais amener au tout début de l'exercice. Donc c'est la première fois que je voyais cet exercice sur les rapports de 2012 et je trouvais ça très intéressant comme exercice et voilà, je me suis lancé quand j'ai pu donner mes premières colles, je me suis lancé à proposer cet exercice-là, ce qui était vraiment pas mal. Et maintenant ça me permet de lancer la deuxième anecdote, parce que la deuxième anecdote, c'est la dernière fois que j'ai pu voir cet exercice, c'est assez rigolo, puisque c'est ce qui fait que je vous le propose aujourd'hui. Donc la dernière fois que j'ai vu cette chose-là, c'était notamment durant la conférence que j'ai faite en Autriche, donc le séminaire lotharingien de combinatoire, donc la 88e édition, là où également j'ai pu présenter quelque chose. Et il y a donc parmi les chercheurs quelqu'un qui a fait un exposé autour de choses liées à cette fraction-là. Et l'exercice plus ou moins qui se cache derrière pour essayer de démontrer que cette chose-là est un entier naturel. Et donc, bah, ce que je vais faire, c'est que pour la suite de cet aparté, je vais vous donner 2-3 choses historiques liées à ces nombres-là. Alors, la chose la plus lointaine, en tout cas liée à ces nombres-là, c'est leur apparition due à Chebyshev. Alors oui, c'est le même Chebyshev que pour les polynômes. Et c'est le même Chebyshev que pour l'inégalité de Chebyshev, un bien-aimé de Chebyshev. C'est le même, d'accord. Il s'agit vraiment de la même personne. Et donc, bah, Chebyshev s'est lancé sur l'étude de cette suite-là de nombres. Et donc, bon, a réussi, je pense que c'était pas un des premiers, mais en tout cas fait partie des gens qui ont vraiment publié des choses autour de ce type de nombre. Et qui s'est posé la question, et ça peut paraître un peu bizarre, mais qui s'est posé la question, quelle pourrait être l'interprétation combinatoire de ces nombres-là. Alors oui, alors là, quand je dis interprétation combinatoire, tout de suite on se dit, oh là là, là il a sorti les grands mots, ça fait peur. Mais non, il ne faut pas avoir trop peur. Qu'est-ce que c'est une interprétation combinatoire? C'est en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça peut compter, en fait? On peut se poser la question, qu'est-ce que ça peut compter? Alors pourquoi on peut se poser cette question? Pourquoi c'est naturel de se poser cette question? Bah parce que, en voyant cette fraction, vous devriez avoir pensé peut-être à des coefficients binomiaux. Et vous n'aurez pas tort, puisque bon, bah, les coefficients binomiaux, c'est un cas particulier de ces fractions-là. Alors, même si ici, il n'y a pas de question de produit, mais on peut se ramener à quelque chose qui est lié à ces questions de produit. Mais ces coefficients binomiaux, je vous rappelle que ça compte les parties P de l'ensemble, donc les parties P qui sont incluses dans un ensemble à n éléments et qui sont de cardinalité, donc telles que la cardinalité de P est égale à M. Okay, donc le coefficient binomial correspond exactement au nombre de façons de prendre M éléments parmi N. D'accord. Donc c'est vraiment
quelque chose de très classique, hein, et je pense que pour ceux qui ont appris les coefficients binomiaux, ça devrait couler de source. Et donc il y a des nombres qui apparaissent aussi assez naturellement, qui est comme 2n factoriel sur n factoriel, si je prends n, alors pas n égale m, mais si je prends à la place de n, je mets 2n, et puis je prends m, à la place de m, je mets n. Ok, donc si je fais ça, je peux retrouver une fraction qui ressemble un petit peu à ça, et cette fraction-là dénombre des choses. On peut vraiment avoir une interprétation. Donc c'est ça une interprétation combinatoire, c'est vraiment pouvoir dire qu'est-ce que ça compte cette chose-là. Donc là on peut dire que ça compte les nombres d'éléments, donc le nombre de parties de 1, 2n, telles que ces parties contiennent exactement n éléments. Ça peut dénombrer d'autres choses également, mais c'est un exemple. Ok ? Alors ce qui va paraître peut-être étonnant, c'est que en fait, c'est une question ouverte. Déterminer une interprétation combinatoire de ces nombres-là, ça reste une question ouverte. Donc pour l'instant, nous n'avons pas d'interprétation combinatoire. Et ça peut paraître étonnant parce que c'est quand même une suite de nombres qui a pas l'air, bon, certes un peu méchante, avec des factoriels, mais qui pourtant donne l'impression qu'il doit y avoir un sens. Et j'espère vous en avoir convaincu un petit peu, parce qu'il y a une question de fraction avec des factoriels. Donc c'est quand même assez étonnant que ce type de nombre n'a pas d'interprétation combinatoire. Il n'y a pas moyen de dire que ces nombres-là comptent quelque chose. Donc c'est quand même assez étonnant. Et pourtant, on a lancé des généralisations de ces choses-là. Alors les généralisations qu'on a posées autour de ces choses-là, je vais me permettre d'effacer au-dessus pour avoir de la place. C'est ce qu'on appelle, alors là je vais donner le nom anglais parce que bon, niveau traduction là ça fait quelque chose d'un peu moche, donc je vais donner le nom en anglais. Donc le nom des fractions un peu plus généralisées de ces choses-là s'appelle les factorial ratio sequences. Donc des suites de fractions, de fractions en factoriel. Si je devais traduire, mais c'est quand même un peu moche. Donc les factorial ratio sequences se définissent de la manière suivante. On a A1 n factoriel jusqu'à AS n factoriel divisé par B1 n factoriel jusqu'à BT n factoriel, avec les AI et les BI qui sont des antinaturels non nuls. La somme des AI, donc A1 plus A2 plus jusqu'à AS est égale à B1 plus blabla plus BT. Donc on a la somme des coefficients, donc A1 jusqu'à S qui est égale à la même chose que la somme des coefficients de B1 jusqu'à BT. Et la dernière chose que je dois mentionner, c'est que le nombre de facteurs, en quelque sorte, qui apparaissent là-haut, donc le nombre de produits qui apparaissent dans les factoriels, enfin, sous cette forme, donc un factoriel, un autre factoriel, etc., etc. Donc l'indice S doit être plus petit que T plus 1. Non, pardon, c'est l'indice S plus 1 qui doit être plus petit que T. Donc le nombre de factoriels qui doit apparaître ici doit être plus grand que le nombre de factoriels qui apparaît au-dessus. Donc ça c'est une généralisation de ces nombres-là, puisque là vous pouvez par vous-même trouver quelle valeur il faut prendre pour les A et quelle valeur il faut prendre pour les B pour que ça fonctionne. Et ce qui est assez surprenant, c'est que dans cette généralisation-là dont je vous parle, eh bien ces fractions-là, on peut encore une fois démontrer que ce sont des entiers naturels. Mais encore une fois, nous n'avons pas d'interprétation combinatoire de ces choses-là. C'est quand même encore une fois assez surprenant d'avoir des fractions qui se définissent avec des factoriels et qui n'ont pas d'interprétation combinatoire, alors que c'est quelque chose qu'on peut attendre du fait que, comme je vous l'ai introduit, il y a des coefficients binomiaux qui se cachent. Bref. Alors la question ici qu'on doit se poser, c'est par rapport à cet exercice, c'est vraiment d'essayer de démontrer que c'est un entier naturel. Et en fait, la technique que nous allons utiliser ici est à peu près la même que la technique qu'on utilise dans le cas général. D'accord ?
Donc ce qu'on va faire ici dans cet exercice, c'est que je vais vous montrer une façon de démontrer que cette chose-là est un entier naturel. Et pour vous le démontrer, on va passer à travers un petit exercice qui est vraiment quelque chose de très très classique en exo de colle. Beaucoup de professeurs le posent quand on est en arithmétique, donc je pense que c'est vraiment un incontournable à faire. Donc voilà, et ce que je viens de vous présenter, en fait, c'est essentiellement l'introduction qui avait été donnée par ce chercheur qui a parlé justement de ces nombres-là, et qui m'a fait rafraîchir la mémoire autour de l'exercice qu'il y avait à faire autour de ça. Et j'étais d'ailleurs étonné de ne pas l'avoir encore proposé sur cette chaîne. Donc, comme quoi, hop, il était temps de le proposer. Alors maintenant, comme d'habitude, avant que je ne vous propose une ligne directrice de résolution, je vous propose d'essayer par vous-même de démontrer que cette chose-là est bien un entier naturel. Alors n'hésitez pas donc à faire une pause sur la vidéo maintenant pour essayer de le faire avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors on est parti pour la résolution. Et donc la résolution va se faire essentiellement en 2 étapes. 2 ou 3 étapes, c'est à vous de voir, mais je pense essentiellement 2 étapes. La première étape, et c'est ça l'exercice classique qu'on propose en classe préparatoire, la première étape est la suivante. Soit P est un nombre premier, alors l'ensemble des nombres premiers, je vais le noter P double barre, donc soit P est un nombre premier, et N un entier naturel. Alors l'exercice classique ici est le suivant. Démontrer que la valuation p-adique de n factoriel est égale à la somme suivante, somme pour k allant de 1 à l'infini, parce que je peux mettre une somme infinie, des parties entières de n sur p puissance k. Donc voilà la première étape, qui est vraiment un exercice très classique de classe prépa. Donc vraiment, voilà. Alors je pourrais encore décortiquer cet exercice, mais je ne vais pas le faire, je vais directement vous prouver la chose. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on va essayer de démontrer une inégalité. Donc la deuxième étape, l'inégalité qu'on va essayer de démontrer, c'est de montrer que pour tout x dans les réels, on a que la partie entière de x moins la partie entière de x sur 2 moins la partie entière de x sur 3 moins la partie entière de x sur 5 plus la partie entière de x sur 30, et bien ça donne quelque chose de positif. Voilà la deuxième étape. Et une fois qu'on a démontré ces deux choses, eh bien on va pouvoir conclure. Et voilà la technique que nous allons utiliser pour démontrer que cette chose-là est un entier naturel. Bon, alors maintenant que je vous ai donné la trame, et donc on va se lancer sur cette première question, je vous invite à faire une pause afin de vous lancer par vous-même, tout seul, à démontrer d'abord le premier point, et puis ensuite on lancera le deuxième et le troisième petit à petit. Donc encore une fois, je vous invite à faire une petite pause pour essayer par vous-même de résoudre l'exercice en suivant cette trame. Ok, alors, on est parti pour cette première question. Démontrer que la valuation p-adique de n factoriel, c'est égal à cette somme. Alors pour démontrer ça, c'est du dénombrement en fait. De l'arithmétique certes, mais du dénombrement quand même. Ce que je vais poser comme question un peu bébête, c'est entre 1 et n, donc combien y a-t-il d'éléments divisibles par p? On cherche le nombre d'éléments k compris entre 1 et n, un entier. D'accord? Alors je vais peut-être pas l'appeler k parce que je veux garder l'indice k pour la somme. Donc je vais peut-être mettre i. On va chercher les entiers i et on va chercher à les dénombrer. Les entiers i compris entre 1 et n, tels que, eh bien, p divise i, mais p carré ne divise pas i. Alors, n'hésitez pas
Encore une fois, on va faire une petite pause et puis essayer de voir combien ça vaut ce truc-là. Combien y a-t-il d'éléments qui sont dans cet ensemble-là. Et vous allez voir que ça va être très utile pour la suite. Ok. Alors, pour savoir combien y a-t-il d'éléments qui sont divisibles par P, c'est pas très dur, hein. Il suffit donc le nombre, tout d'abord, il faut se rendre compte que ce nombre-là, c'est juste le nombre d'éléments, toujours compris entre 1 et n, qui sont divisibles par P, moins le nombre d'éléments qui sont divisibles par P carré. D'accord, donc il faut déjà se rendre compte de ça. La première chose, c'est que, parce que être divisible par P carré, ça implique être divisible par P. Donc il y a déjà une question d'inclusion, et là je suis en train de faire une soustraction de deux ensembles. Donc automatiquement, il y a ça. Et puis maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment je compte le nombre d'éléments qui sont divisibles par P. Et bien, le nombre d'éléments qui sont divisibles par P, il suffit juste de diviser n par P. C'est assez bête, mais donc ça va être égal à n sur P. Mais le problème, c'est que n sur P, c'est pas toujours un entier. Pourquoi? Parce que n n'est pas nécessairement divisible par un nombre premier. C'est pas obligatoire, ça. Là, la valeur de n n'est pas nécessairement divisible par 5, par exemple. D'accord? Donc, comment je fais pour dénombrer le nombre d'éléments exact? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste cette fraction, toujours, mais je prends sa partie entière. Et ça se justifie très bien, juste en se disant, bah ok, si je dois prendre tous les nombres qui sont divisibles par P, compris entre 1 et n, bah, je vais prendre tout d'abord P, puis je vais prendre 2 fois P, 3 fois P, 4 fois P, et ce jusqu'à ce que j'arrive au dernier multiple qui se trouve en dessous de n. Mais pour tomber sur le dernier multiple qui se trouve en dessous de n, il faut que je multiplie P par cette partie entière. Voilà. Donc c'est pas très difficile. Alors maintenant, si je veux chercher le nombre d'éléments qui sont divisibles par P carré, bah, si je veux trouver le nombre d'éléments qui sont divisibles par P carré, c'est exactement la même chose. P est un nombre premier, etc. Donc ce que je fais, c'est que y a P carré, je compte encore une fois tous les multiples, P carré, 2 fois P carré, etc. etc. Et donc je vais arriver au résultat que ce truc-là, c'est donc partie entière de n sur P carré. Voilà. Ok, donc du coup, le résultat qu'on attend ici, c'est juste la soustraction de ces deux parties entières. Bon, on peut généraliser. Alors maintenant, je pourrais me poser la question, ok, je veux chercher le nombre d'éléments qui sont divisibles par k, p puissance k, pardon, mais qui ne sont pas divisibles par p puissance k plus 1. Bah, même principe, hein, j'ai p puissance k plus 1. Et donc je généralise p puissance k, p puissance k plus 1. Tout va bien. Alors pourquoi j'ai demandé de compter ces nombres-là? En fait, ces nombres-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre soit divisible par p puissance k, mais pas divisible par p puissance k plus 1 en termes de valuation péadique? Ça veut dire que la valuation péadique de i, c'est k. Donc en fait, cette condition-là, c'est équivalent à dire que la valuation péadique de i, c'est égal à k. Okay, et donc on cherche, à chaque étape, on cherche le nombre d'éléments, compris entre 1 et n, qui ont une valuation péadique qui est égale à k. Donc c'est-à-dire que voilà, on fait ces dénombrements-là. Alors pourquoi ça sert? Parce que si vous voulez connaître la valuation péadique de n factoriel, vous devez chercher à savoir combien de fois au maximum apparaît le facteur p, en termes de puissance. Bon, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est que parmi ces factoriels, on est en train de faire des produits. Donc déjà, quand on fait un produit de valuation péadique, ça revient à la même chose que faire une somme de ces valuations péadiques. Je pense ça. En tout cas, si on découpe le produit, enfin, on pourrait dire le produit proprement, peu importe comment on découpe le produit, mais si je fais une valuation, donc je vais peut-être le rappeler, la valuation péadique se comporte très bien en produit. Si je fais une valuation péadique de n fois m, ça c'est la même chose que la valuation péadique de n plus la valuation péadique de m. D'accord? Ça se comporte un peu comme du logarithme, hein, c'est normal, on est en train de regarder des puissances de nombres, donc je pense que c'est assez normal que ça se comporte un peu comme du logarithme. Donc là, on a cette propriété-là, donc ça veut dire que le factoriel, je vais pouvoir le découper en VPI, d'accord? En somme de VPI. Puis une fois que je l'ai découpé en somme de VPI, et ce que je vais faire, c'est que je vais trier suivant si I a une valuation péadique égale à une certaine valeur, donc égale à 1, enfin à 0 d'abord, égale à 1, égale à... et ainsi de suite. Alors,
Cela m'amène donc au résultat suivant. Je vais effacer un petit peu. Je vous rappelle qu'on veut démontrer cette égalité-là. Hein. Pas encore démontré, mais on y est presque. Parce que j'ai quasiment donné la ligne principale. Il restera encore une manipulation à faire. Mais... Donc là, ce que j'affirme, c'est que donc, la valuation périodique de n factoriel, c'est égal à la somme, juste en utilisant la propriété que j'ai mentionnée ici, hein, que j'avais mentionnée ici, c'est égal à la somme pour i allant de 1 à n des valuations périodiques de i. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais une espèce de tri en associant tous les mêmes éléments qui vont avoir une valuation périodique égale à k pour un certain cas donné. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire la chose suivante. Ceci est égal alors à la somme pour k allant de 1. Alors, là maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je mets l'infini ou pas? Alors, je ne suis pas obligé de mettre l'infini. Ce que je peux faire, c'est juste mettre une valeur maximale pour laquelle je ne vais pas avoir de valuation périodique égale à cette valeur-là pour n factoriel. Puisque quand je vais arriver à n jusqu'à n, je sais que bon, la valeur de la valuation périodique va atteindre une certaine valeur maximale. Donc ce que je peux faire, c'est d'abord mettre juste que c'est égal au max. Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais définir m, ou ouais, on va dire petit m. Je vais définir petit m comme étant le max des valuations périodiques de i pour i compris entre 1 et n. Mais vous allez très vite voir que petit à petit, je pourrais mettre l'infini, ça ne me posera aucun problème. Puisque en fait, si vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais cette somme, elle est finie. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain rang, cette division-là, elle va être plus petite que 1. Étant donné que p puissance k, ça tend vers l'infini, n divisé par... Donc n'importe quel nombre divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc il y a un moment donné, et étant donné qu'on va passer donc en dessous de 1, la partie entière de quelque chose qui va être plus petit que 1 strictement, ça donne 0. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, cette somme va s'arrêter. Et voilà, donc il y a pas, c'est une fausse somme infinie en fait. Si vous n'en étiez pas encore rendu compte. Donc voilà, alors là je vais faire la somme pour k allant de 1 à m. Et comme j'ai dit, je vais trier suivant les valeurs de valuation périodique. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la somme, donc la somme pour i, pour i compris entre 1 et n, et tel que la valuation périodique de i est égale à k. L'évaluation périodique. Donc là je fais un tri, d'accord? Je suis parti de cette somme-là où j'ai rien trié, hein, donc je peux avoir des sommes qui peuvent être dans un certain sens. Hein, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié. D'accord? Donc j'ai trié suivant le nombre de puissances qui apparaît de chaque nombre premier. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit exactement apparaître le cardinal que je vous ai montré juste un peu avant. Puisque ça, c'est égal à... Alors la valuation périodique de i, ici, ça va être exactement k, hein, puisqu'on a trié par rapport à cette valeur-là. Donc je vais pouvoir écrire que c'est la somme pour k allant de 1 à m de k. Et puis, donc ce k il sort de la somme, et du coup je me retrouve avec une somme de 1, et une somme de 1 dans un ensemble, indexée par un ensemble, c'est exactement le cardinal de cet ensemble. Donc j'ai ça fois le cardinal des i, compris entre 1 et n, tel que, la valuation périodique de i est égale à k. Et ce nombre-là, on l'a calculé. Ce nombre-là, on l'a calculé. Alors, je vais encore une fois effacer un petit peu. On va avoir la place pour écrire cette formule. Je vais pouvoir écrire que ça va être la somme pour k allant de 1 à m de k fois, et on a vu que c'était égal à la partie entière de n sur p puissance k moins partie entière de n sur p puissance k plus 1. Donc voilà, on en arrive ici. On voit qu'on n'est pas très loin de la formule, mais on n'y est pas encore. Alors il reste une petite manip de somme qui est assez sympathique. On la voit pas forcément très souvent, mais on la voit notamment quand on fait des manipulations avec des espérances. Puisque, alors pourquoi je fais référence à l'espérance? C'est parce que l'espérance, suivant ce qu'on cherche à calculer, notamment une espérance sur les nombres
Donc je pense notamment à la fonction génératrice en fait, mais peu importe, je peux parler juste d'espérance pour une variable à valeur dans les entiers naturels, une variable aléatoire dans ces valeurs-là. En fait, il y a un exercice qu'on compose assez souvent là-dedans qui est de montrer que l'espérance de x, eh bien, c'est égal à la somme des p de x supérieur ou égal à k, k allant de 1 à k allant de 0 à l'infini. Il y a un exercice assez classique d'essayer de démontrer que cette espérance est égale à la même chose que ça. Sachant que l'espérance ici, dont je parle, c'est l'espérance classique pour une variable, encore une fois, à valeur dans les entiers naturels, qui est la suivante, k fois la probabilité que x égale k. Et en fait, cette somme-là, on l'obtient en partant de là, tout simplement parce que x égale k, c'est la même chose que la probabilité que x est supérieur ou égal à k, moins la probabilité que x est supérieur ou égal à k plus 1. Et la manipulation pour ensuite passer de cette somme-là à cette somme-là va être la même que celle que je vais faire maintenant. Alors en fait, ce qui est un peu bébête à faire, c'est juste de décaler un tout petit peu les termes. Alors qu'est-ce que j'entends par décaler un tout petit peu les termes? C'est que si j'écris explicitement ce que vaut cette somme, alors bon, vous remarquerez que j'ai pas mis 0, c'est vrai que j'aurais pu mettre les 0, mais quand il y a un 0 qui apparaît, c'est vrai que là, alors petit aparté, j'ai mis une somme qui commençait k allant de, alors je sais plus si j'avais mis k égale 1 ou k égale 0, mais si j'ai mis k égale 1, c'est parce que pour k égale 0, si un nombre a une valuation périodique égale à 0, elle contribue aucunement à la somme, donc j'ai pas besoin d'en parler, je peux démarrer avec k égale 1, c'est pas un problème du tout. Bon. Maintenant que j'ai réglé ce problème avec l'indice, si je veux essayer de voir comment je peux écrire cette somme-là en ce genre de somme-là, en fait, il s'agit juste d'écrire les termes. Alors si j'écris les termes, nous avons quoi? Nous avons n divisé par p, pour k égale 1, moins n divisé par p carré, puis ensuite plus 2 fois n divisé par p carré, moins n divisé par p cube, plus 3 fois n divisé par p cube, moins n divisé par p4, et ainsi de suite. Et j'espère que vous voyez ce qui se passe. En effet, si je rassemble les termes un peu autrement, donc si par exemple je rassemble lui avec lui, lui avec lui, et ainsi de suite, et je me rends compte que là par exemple j'ai moins 1 plus 2, donc ça fera une fois n divisé par p carré et le tout partie entière. Là j'ai moins 2 plus 3, donc encore une fois ça fait 1, et ainsi de suite. Donc en fait la somme qu'on a ici, c'est la même chose que, j'efface, c'est la même chose que si je décalais un tout petit peu le calcul que nous sommes en train de faire, et donc ça va me donner égal à. Donc la partie entière de n divisé par p, plus la somme pour k allant de 1 à m, de partie entière de n, donc k fois, oui c'est ça, k fois partie entière de n divisé par p puissance k plus 1, avec un moins devant, donc je vais y arriver, moins, je vais peut-être faire un peu de place, mieux, donc je vais écrire moins k fois la partie entière de n divisé par p puissance k plus 1, plus k plus 1 fois la partie entière de n sur p puissance k plus 1. Et puis normalement il doit rester un terme là-bas. Il peut potentiellement rester un terme là-bas, mais ce dernier terme en fait ici vaut 0. Et à un moment donné on va se retrouver avec 0. Donc en fait je n'ai pas besoin d'écrire le dernier terme. Puisque si je passe, normalement il pourrait y avoir un dernier terme, je dis juste que normalement il pourrait y avoir un dernier terme parce que j'ai décalé la somme. Donc en décalant la somme, peut-être qu'il y a un terme qui valait 0 et voilà, finalement ça se passe pas aussi bien. Mais ici ça se passe très bien parce que les soustractions ça se passait entre n, donc entre n divisé par p puissance k et n divisé par p puissance k plus 1. Donc et on sait qu'à partir d'un certain rang, on l'a expliqué, ce truc là vaut 0. Donc là notamment à partir de m plus 1, ce p puissance là quelque chose ici il vaut 0. Donc il n'y a pas de surprise.
on trouve ce truc-là, et ce truc-là, bah, en simplifiant, on trouve exactement ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire que ça, c'est égal à la somme pour k allant de 1 à m de partie entière de n sur p puissance k. Et donc après, le m, je peux le remplacer par l'infini, parce que, comme je l'ai dit, à partir d'un certain rang, cette somme vaut 0. Et donc la technique, là je suis en train de l'effacer, mais la technique qu'on utilise pour le passage de la somme en espérance vers l'autre somme qu'on voulait obtenir, ça se fait exactement de la même manière. Donc là je peux très bien remplacer par l'infini si je veux. C'est une fausse somme infinie, puisque à partir d'un certain rang, ça vaut 0. Et voilà. Donc là, je viens de réussir à démontrer ce premier point qui était de démontrer cette chose. Ok. Alors je vais effacer et puis je vais le réécrire dans un coin ce que nous savons. Hop. Donc là, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la relation périodique de n factoriel, c'est égal à la somme pour k allant de 1 à l'infini, partie entière de n divisé par p puissance k. Donc ça, c'était l'exercice classique qu'on propose en classe préparatoire, un très grand classique. Vraiment, je l'ai très souvent vu en colle quand il s'agissait de faire des exercices d'arithmétique, donc je pense que c'était vraiment à faire. Alors maintenant, on va rentrer dans des choses un petit peu subtiles. Donc là, la deuxième question était de démontrer, je rappelle la deuxième question, démontrer que pour tout x appartenant au réel, eh bien, partie entière de x moins partie entière de x sur 2, moins partie entière de x sur 3, moins partie entière de x sur, donc x sur 3, x sur 5, plus partie entière de x sur 30, ça c'est positif. Donc il faut réussir à montrer que pour n'importe quel x réel, on a ça. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le démontrer par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit. Donc là, on rentre dans la difficulté. En fait, la vraie difficulté apparaît vraiment là, de cet exercice. Même si la première partie, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'assez classique, peut-être que vous ne l'avez jamais vu avant, et je pense que c'est très bien que vous l'ayez vu ici, parce que voilà, vraiment c'est quelque chose qui tombe assez souvent et qu'il faut savoir faire. Maintenant là, c'est quelque chose d'un petit peu subtil, et ça va être des manipulations avec les parties entières. N'hésitez pas à faire pause pour essayer par vous-même avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors en fait ce qu'il faut se rendre compte, je vais me permettre d'appeler pour l'instant tout ça une fonction d, je vais l'appeler d de x. Eh bien il faut se rendre compte que cette fonction d, elle est 30 périodique. Donc elle est périodique, et au moins de période 30. Donc d périodique, je voulais dire. Alors d périodique, comme on le prouve, vous devriez, donc d'abord je rappelle que si vous faites la partie entière de y plus 1, ça c'est exactement égal à la partie entière de y plus 1. C'est pas un exercice très difficile de démontrer ça. Donc une fois que vous avez ça, le reste va couler naturellement. Donc si vous avez ça, eh bien si vous faites d de x plus 30, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient partie entière de x plus 30 moins partie entière de x sur 2 plus 15. Donc là je mets les parenthèses, donc plus 15. Moins partie entière de x sur 3, donc ça marche, plus 10. Ensuite, moins partie entière de x sur 5 plus 6. Et enfin, plus partie entière de x sur 30 plus 1. Et donc si je regarde les entiers que j'ai fait apparaître à l'aide de cette propriété-là pour la partie entière, j'ai 30. Donc si je fais la somme des choses que je soustrais, j'ai 15 plus 6, 10 plus 6. Et ça fait 31. Et là j'ai 30 plus 1. Donc j'ai 31 moins 31, tout ça, ça se simplifie en fait. Et donc en effet, on retrouve d de x. Donc voilà, la fonction d, elle est 30 périodique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de démontrer l'inégalité quand x est compris entre 0 et 30. Bon, très bien, ça c'est quand même une étape. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est une inégalité qui est peut-être un peu commune, mais quand même une inégalité assez intéressante.
Donc là, qu'est-ce que je viens de faire, hein? Je rappelle que je viens de montrer que c'était 30 périodiques, et donc je n'aurais pas besoin de travailler sur tous les réels. Je peux travailler juste sur 0,30. Voilà. Et il suffirait de démontrer cette inégalité sur 0,30. Bon, alors à vrai dire, je pourrais continuer avec les réels, parce que je vais vous donner une technique assez intéressante. Donc là, l'astuce que je vous propose ici, c'est de démontrer la chose suivante. C'est de démontrer la chose suivante. Et bien pour tout x réel, donc là je vais même pas, on va revenir sur la question de périodicité à un moment donné de toute façon, mais là je vais reposer encore une fois tel que j'ai l'habitude de le poser en termes d'astuce. Montrer que pour tout x réel et que pour tout m entier naturel non nul, eh bien on a les inégalités suivantes. 0 est inférieur ou égal à partie entière de x moins m fois partie entière de x sur m, inférieur strict à m. Alors on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, ce genre de manipulation, mais je pense que ici c'est quand même très très utile de le faire. Donc je vous le propose ici de faire comme ça. On pourrait le faire encore autrement, j'en parlerai à la toute fin. On pourrait le faire encore autrement, mais je vous propose ça parce que je trouve que c'est une inégalité assez intéressante et peut-être que c'est assez utile de le faire ici. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de le faire par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Donc essayez de démontrer cette astuce et essayez de voir aussi en quoi cette astuce va permettre de répondre à cette question-là. Ok, alors, pour démontrer cette inégalité, faut déjà se rendre compte que la fonction qui est au milieu est un peu comme ici, m périodique. Disons ça, je l'appelle phi m de x. Et on peut se rendre compte que phi m de x plus m, exactement par la même technique, donc là je l'écris, on va avoir partie entière de x plus m, moins m fois partie entière de x sur m, et m sur m ça donne 1, donc on va avoir plus 1. On se retrouve avec ça, et donc encore une fois on va avoir des simplifications qui apparaissent, et donc c'est gagné, ça donne phi de m x. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas besoin de travailler sur tous les réels, j'ai juste besoin de travailler entre 0 et m. Ok, et qu'est-ce qui se passe si je prends un x entre 0 et m? Donc là je viens de régler la périodicité. Et maintenant que j'ai réglé la périodicité, quand je prends un x entre 0 et m non pris, eh bien la partie entière de x sur m, elle vaut toujours 0. Bah oui, hein, parce que vous faites un nombre divisé par un nombre qui est plus grand. Donc ça va donner quelque chose de plus petit que 1, plus grand que 0. Donc la partie entière c'est 0. Donc vous avez ça. Et de plus, bah, la partie entière de x est clairement plus petite que m. Et elle va même être strictement plus petite que m. Donc là, ce que j'ai réussi à faire déjà, c'est que j'ai réussi à démontrer que ce truc-là est vrai. Et puis bah, je pense que c'est aussi assez clair d'obtenir l'autre truc, puisque bah, la partie entière, comme ce truc-là est toujours égal à 0, la partie entière de x est aussi toujours supérieure ou égale à 0. Ça aussi, ça doit être clair. Donc l'autre inégalité est vraie également. C'est terminé. Donc voilà, on vient de démontrer cette inégalité qui est vraie pour n'importe quel x réel. C'est plutôt cool. Bon alors maintenant, comment on s'en sert de cette, comment on se sert de cette inégalité-là, de ces inégalités-là? Alors en fait, ce qui nous embête essentiellement, parce que vous avez pu remarquer là, en faisant les petits calculs, le petit calcul notamment de périodicité, vous avez pu remarquer qu'il y a des simplifications super cool qui se produisent, et on pourrait se dire, bah ouais, pourquoi pas essayer de le faire comme ça. Alors, et en fait, ce qui nous empêche de faire ces simplifications, c'est essentiellement les fractions. Vous avez des fractions qui apparaissent dans les parties entières et on aimerait peut-être bien les sortir de la partie entière. Et en fait, cette inégalité-là va nous permettre de les sortir de la partie entière. Alors comment? Eh bien, de la manière suivante. Ce qui va se passer ici, c'est que cette inégalité-là, je vais mettre la partie entière de x sur m de l'autre côté de l'inégalité. Donc ici et ici, c'est-à-dire que j'ajoute ce truc-là des deux côtés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie entière de x est comprise, et ici je vais continuer à insister à mettre du strict, est comprise entre, parce que ça va être important d'avoir une inégalité stricte ici, et va être compris entre m fois partie entière de x sur m, moins m fois partie entière de x sur m, et m sur m ça donne 1, donc on va avoir plus 1. Donc vous avez ça. Et de plus, la partie entière de x est clairement plus petite que m. Et elle va même être strictement plus petite que m.
Et puis m plus... Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, c'est ça, non. M plus partie entière de x sur m. Ok, très bien. Et du coup, bah, je vais diviser par m. Donc si je divise par m, j'ai x sur m partie entière, inférieur ou égal à la partie entière de x. De tout divisé par m. Donc là, on a la même chose, mais le sur m sort de la partie entière. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est inférieur strict à 1 plus partie entière. Il y avait un fois m ici, que j'ai oublié de remettre, plus, donc 1 plus partie entière de x sur m. Voilà, alors c'est ces inégalités-là dont je vais me servir ici. Pourquoi? Bah parce que maintenant, si je mets un moins à cette inégalité-là, je me rends compte que moins ce truc-là est supérieur ou égal à moins ce truc-là. Donc, je vais pouvoir dire que, je vais essayer d'avoir assez de place, je vais pouvoir dire que d de x est supérieur ou égal à, alors partie entière de x, je le laisse tel quel, je suis content. Là, le moins, je vais pouvoir, donc chacun des moins, je vais pouvoir sortir la fraction grâce à l'inégalité qui est ici. Donc là, je vais avoir partie entière de x sur 2, moins partie entière de x sur 3, moins partie entière de x sur 5. Et puis le dernier, bon par contre, je ne vais pas utiliser cette inégalité-là maintenant, pour le dernier. Je vais utiliser l'autre inégalité. Et pour utiliser proprement l'autre inégalité, il va falloir mettre le 1 de l'autre côté. Donc si je veux l'utiliser proprement, je vais obtenir plus partie entière de x sur 30, le tout moins 1. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là j'ai utilisé une inégalité large, là j'ai utilisé une inégalité large, là j'ai utilisé une inégalité large, mais ici pour le dernier j'ai utilisé une inégalité stricte. D'accord? Donc pour chacun j'ai utilisé des inégalités larges. Je devrais peut-être le faire dans l'autre sens. Donc pour chacun, j'ai fait des inégalités larges. Chacun où il y avait un moins. Et le dernier, là, celui avec le plus, j'ai fait une inégalité stricte. Donc ça veut dire que l'inégalité qui est ici, c'est une inégalité stricte. Et en fait, les inégalités, je les avais fait dans le bon sens au début. Tout va bien, c'est pas grave. Ça arrive. Donc hop. Et celui-là, il est 7. Ok, alors ça y est, je viens d'utiliser l'outil qui va me permettre vraiment de conclure assez gentiment et de manière très propre, hein, vous allez voir là dans un instant. Puisque maintenant, ce qui est génial, c'est que tout ça va se simplifier. Comme vous avez pu le remarquer déjà quand on faisait du plus 30 partout, et bien tout ça, ça se simplifiait. Donc là, je vais le faire, je simplifie. Donc si je mettais tout sous le même dénominateur, j'ai donc 30, moins 15, moins 10, moins 6, plus 1, tout divisé par 30, le tout fois la partie entière de x. Voilà, donc ça c'est si je mets tout au même dénominateur et que je mets la partie entière de x en facteur, moins 1. Et donc bah, tout ce qu'on a au numérateur, on voit normalement que ça vaut 0. Normal, car si je vous rappelle ce qui s'était passé quand je vous ai fait la petite introduction, la petite aparté, je vous ai dit que bah, la somme des éléments qui étaient là, et vous le retrouvez là, hein, 15, 10 et 6, la somme de ces choses-là est égale à la somme qui est ici, 30 et 1. D'accord? Donc vraiment, c'est tout à fait normal de trouver 0 ici. Et là, on trouve moins 1 donc. Alors qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que d de x est toujours supérieur strict à moins 1. Alors on peut se dire, oh mince, on a loupé, on n'était pas loin. Ben en fait non, on a réussi. Alors pourquoi on a réussi? Parce que d de x, vous auriez pu remarquer que d de x est un entier. Pourquoi? Parce que vous faites des sommes de parties entières. Donc des parties entières, c'est des entiers. Et donc quand vous faites des sommes et des soustractions de parties entières, vous êtes en train de faire des sommes et des soustractions de nombres entiers. Donc or, d de x est un entier. Et là on vient de dire que c'est un entier strictement plus grand que moins 1. Donc, d de x est supérieur ou égal à 0. C'est pas joli tout ça? Donc voilà, donc ça c'est un peu astucieux, hein, l'inégalité que je vous ai proposée au milieu, mais c'est quand même une inégalité quand même assez classique en termes où, enfin si vous avez bien remarqué l'inégalité que j'ai donnée,
Je vais peut-être la réécrire quelque part, alors peut-être en faisant un peu de place. Je vais juste faire cette remarque avant de conclure l'exercice, parce que je ne veux pas dire que cette inégalité sort du chapeau. Je veux pas que vous ayez en tête plutôt que cette inégalité sort du chapeau, parce que ce n'est pas le cas. Donc l'inégalité que j'ai donnée, qui était à démontrer, normalement ça aurait pu vous faire penser à quelque chose. Ça aurait pu et ça aurait dû vous faire penser à quelque chose. Si vous regardez vraiment de très près cette inégalité-là que je viens de vous donner, bah en fait ça c'est la division euclidienne. C'est de la division euclidienne en fait qu'on a fait ici. Puisque en fait, qu'est-ce qu'on a fait, enfin qu'est-ce qu'on aurait fait a priori? Bah, a priori on aurait fait une division euclidienne alors c'est peut-être pas facile à voir, mais ce qui se passe c'est qu'on a donc x moins m fois ce truc là, donc en fait on est en train de faire une division. Donc si je l'écris peut-être un peu autrement, je pourrais très bien dire que la partie entière de x c'est égal à m fois la partie entière de x sur m plus un reste. Voilà, donc c'est ça la division euclidienne qui se cache. On a fait une division euclidienne de x par la partie entière de x sur m. En fait, c'est ça qui s'est passé. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Et quand je fais cette division euclidienne, je sais qu'on va avoir m fois. On va l'avoir m fois et on ne va pas l'avoir m plus une fois. D'accord? Pourquoi? Parce que si on l'avait m plus une fois, ça veut dire que la partie entière ici, elle prend un cran en plus, etc. Enfin bref, il y aurait des explications. Donc là c'est assez normal d'avoir m fois. Et puis le reste c'est justement ce que je viens d'écrire ici en fait. Ça c'est exactement égal au reste. Et alors du coup j'ai peut-être dit une bêtise, on est en train de faire une division euclidienne par m. Pardon, donc je recommence. Donc là, ce truc là c'est la division euclidienne. Je me suis un peu emballé. C'est la division euclidienne de la partie entière de x par m. Voilà. Donc la division euclidienne de la partie entière de x par m, on peut vérifier que le coefficient qui apparaît ici, c'est bien la partie entière de x sur m. Et puis le reste, là on vient juste de montrer que le reste, il est compris entre 0 et m, chose qui est normalement assez triviale quand on fait de la division euclidienne. Donc en fait l'inégalité que je vous ai donnée n'est vraiment pas sortie du chapeau, ça vient vraiment de cette idée-là de faire une division euclidienne. C'est pas... Voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'est pas quelque chose de sorti du chapeau. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui permet énormément de simplifier cet exercice. Bon alors on arrive à la conclusion donc. Alors encore une fois je vous invite à faire une petite pause afin d'essayer de conclure avant que je ne dise quoi que ce soit. Alors c'est vrai que je viens d'effacer la formule mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez l'avoir un peu en tête, elle n'est pas très difficile. Conclure. Alors, je vais donner peut-être un petit nom à cette fraction. Alors, disons, on va l'appeler UN, on va peut-être pas se casser la tête. Donc, appelons-la UN. Si je veux montrer que UN est un entier naturel, il y a plusieurs façons de faire, mais une façon de faire qui peut être assez sympathique, c'est de montrer que les facteurs qui peuvent apparaître en haut et en bas se simplifient jusqu'à ce qu'il ne reste que des facteurs en haut. Oui, d'accord. Les facteurs les plus petits qui peuvent apparaître sont les nombres premiers. Donc ce qu'il suffirait de démontrer, c'est que le nombre de nombres premiers qui apparaît en haut, ou le nombre, pour être plus précis, le nombre d'occurrences d'un nombre premier donné apparaît plus souvent au-dessus qu'en dessous. C'est ça vraiment en fait qu'il faut démontrer. D'accord? Donc montrer que UN est un entier naturel, c'est la même chose que d'essayer de montrer que la valuation périodique du numérateur, 30n factoriel n factoriel, et cette valuation périodique doit être supérieure ou égale à la valuation périodique du dénominateur, donc 15n factoriel. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé comme ça, mais je pense que ça peut être une belle façon de penser à essayer de démontrer que des fractions sont des entiers. Ok. Donc essayez de démontrer ça pour tout nombre premier. Bien sûr.
Donc si on arrive à démontrer ça pour tout nombre premier, ça veut dire qu'en effet, pour n'importe quel nombre premier, le nombre de fois que le nombre premier apparaît en facteur au numérateur sera plus grand que le nombre de fois que le nombre premier va apparaître au dénominateur. Alors normalement, ça devrait quand même vous faire penser à des choses que vous avez déjà fait quand vous avez fait des calculs de fractions et des calculs de valuation périodique quand vous faites un produit ou quand vous faites une division. Normalement, ça devrait vous faire penser à ce genre de choses. Et si ça vous a fait penser à ce genre de choses, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Bon, alors maintenant, écrivons, qu'est-ce que sont ces choses-là? Eh bien, valuation périodique de 30 n factoriel fois n factoriel, ça c'est la même chose que, et encore une fois j'utilise la propriété du produit, c'est la valuation périodique de 30n factoriel plus la valuation périodique de n factoriel. Et on connaît la formule, ça c'est la même chose que la somme pour k allant de 1 à l'infini de partie entière de n sur p puissance k, alors c'était 30n que je devais mettre d'abord, donc de 30n sur p puissance k, ok, moins partie entière de n sur p puissance k. Et c'est pas moins, c'est plus partie entière de n. Voilà. Donc ça c'est ce que j'obtiens d'un côté. De l'autre côté, par la même opération, j'obtiens la somme pour k allant de 1 à l'infini, partie entière de 15n sur p puissance k, plus partie entière de 10n sur p puissance k, plus partie entière de 6n sur p puissance k. Bon, puis maintenant, si je mets tous les éléments, toutes ces deux sommes, du même côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il faut regarder le signe. Là, j'efface tout ce que je viens d'écrire, juste pour pouvoir écrire une grosse formule, là. Je veux essayer de m'intéresser au signe pour k allant de 1 à l'infini de cette chose-là, 30n, et je vais l'écrire sous une certaine forme exprès, exprès pour que ça vous interpelle. Donc, somme de ça, p puissance k, moins somme sur, alors cette fois-ci ça va être 15n sur p puissance k, moins 10n p puissance k, moins 6n p puissance k, et enfin, plus n p puissance k. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe? Eh bien, chacun des termes, c'est exactement un d de quelque chose. Donc ici, en fait, tout ce que j'ai mis là, je les ai mis dans un sens exprès. Ça, c'est la même chose que d de, ici, de 30n sur p puissance k. Ok, je vous en convainc. Ça, c'est partie entière de x, moins partie entière de x divisé par 2, moins partie entière de x divisé par 3, moins partie entière de x divisé par 5, plus partie entière de x divisé par 30. Et on a démontré à la question 2, donc la question 1 c'était pour développer comme ça en termes de somme, et la question 2 on a démontré que d de x est toujours positif. Ainsi, cette somme-là est un nombre positif, et ce pour tout nombre premier p. Et donc on revient en arrière, on a démontré ça, donc on a démontré que un est un entier naturel. C'est gagné. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet exercice. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en effet, dans le cas général, avec les functorial ratio sequences, avec ces choses-là, eh bien, il y a une inégalité également qu'on peut faire sortir. Alors, c'est moins facile à démontrer dans ce cas-là, mais ça peut très bien se faire aussi. Je vais pas faire la démonstration, je vous la laisse en mini-exercice si vous voulez. Mais donc ce que je veux affirmer, c'est que pour démontrer en fait que donc si je reviens vite fait au factorial ratio sequences, donc si je veux juste revenir quelques instants là-dessus, je vous rappelle que la formule de ces choses, c'était un truc comme ça. Bt n
factoriel. Je vous rappelle également qu'il y avait des conditions, c'était que les AI et les BI sont des entiers naturellement nuls, que la somme des AI est égale à la somme des BI, ou des BJ disons, puisque ce n'est pas le même indice, et que l'indice de S plus 1 doit être plus petit, oui, que T doit être plus grand que S plus 1. Eh bien, sous ces conditions, on peut démontrer en fait la chose suivante. C'est là l'inégalité un peu moins simple, mais qui peut se faire aussi. Hop. On peut montrer la chose suivante. En utilisant vraiment le même genre de technique, c'est-à-dire on regarde l'évaluation périodique de chaque truc, on écrit ce qu'on obtient, et en fait la chose qu'on peut démontrer, c'est l'inégalité suivante. Pour tout x appartenant à R, on peut montrer que partie entière de... alors faut que je vais le faire dans le bon sens. Donc partie entière de A1x plus blablabla plus partie entière de ASX, et bien ça va être supérieur ou égal à partie entière de B1x plus blablabla partie entière de BTX. Voilà ce qu'on peut démontrer en fait dans le même genre d'idée, puisque bon bah sous ces conditions-là, on peut démontrer cette inégalité-là. C'est quelque chose d'un peu moins simple, hein, je le dis tout de suite, et je ne vais pas vous en proposer la démonstration, mais en effet, une fois qu'on a cette inégalité-là, bah, en utilisant la même technique, on arrive à conclure que ces fractions-là sont aussi des entiers naturels. Donc voilà, bah, j'ai terminé avec cet exo de colle, le premier donc, comme j'ai dit, de cette année scolaire. Je viens de faire tout pile 1 heure, c'est très bien, c'était la limite pour les exos de colle. Et encore de toute façon parce que j'ai fait beaucoup de blabla au tout début. Donc bah, maintenant je vais sortir le blabla habituel que je sors à chaque fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si cela vous a plu et si cela peut intéresser d'autres étudiants ou d'autres camarades pour ces exercices-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et puis sur ce, bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour un numéro d'Exo de colle, mais ce sera pour un numéro de coin recherche. Donc la semaine prochaine, on reprend les coins recherche, saison 2, et je vous donnerai le titre et tout ça la semaine prochaine. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, bonne suite de semaine ou de week-end, bonne suite de rentrée également. Bon, la rentrée a déjà été assez entamée, je pense, mais bon courage pour ceux qui ont donc démarré leur prépa ou autre chose cette année. Je vous souhaite la réussite, bien évidemment. Et puis donc sur ce, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous!